Il nous est arrivé une mésaventure. Je sais même pas si tu es au courant, Johan, de ce qui nous est arrivé la semaine passée, OK? On a reçu... Tu te rappelles qu'on a reçu Mick Dufort au podcast? Ouais. Puis durant toute l'entrevue avec lui, je disais qu'il allait affronter un gars qui s'appelle Mikey Linares. Ouais. OK? Mais c'était pas lui pantoute qu'il allait affronter. Mick avait changé d'adversaire. OK. Toi, t'es pas au courant de ça, qu'il a changé d'adversaire. Puis il nous l'avait pas dit. Il nous l'avait pas dit. Dan Lafont de Samouraï avait rien annoncé encore, puis il avait dit « T'as pas le droit de l'annoncer. » Fait que Mick Dufort, il était... Tu sais, quand il a posé la question... Ouais, Linares, tu l'as sûrement étudié pas mal, nanana, tu sais, comme à quel genre de combat tu t'attends. Puis, tu sais, il avait juste vraiment dit peu importe qui est devant moi, je vais. Puis là, moi, j'étais super impressionné par sa réponse. Mais dans le fond, c'est parce que lui, il savait qu'il allait pas affronter ce gars-là. Il avait pas le droit de nous dire c'était qui son adversaire. Fait qu'il fallait qu'il. Il a joué le jeu. Il a joué le jeu. Ah, il a bien joué ses cartes parce que moi, je m'attendais. Je savais pas ça. J'ai vu aujourd'hui qu'il changeait d'adversaire. Puis il nous a fait passer pour des. Mettons qu'on a déjà eu des meilleures journées. En tout cas, dans mon cas. Fait que j'étais un peu fâché. Good job, Mick. Oui, exact. J'étais un peu fâché contre Dan Lafont. J'étais un peu fâché contre Mick Dufort. Je l'ai vu hier. C'est lui qui m'a conté ça. J'étais comme, ah ben, tabarouette, ok, c'est pour ça. Il affronte finalement Wanderson Michel. C'est un autre Brésilien. 14 victoires, 9 défaites. C'est un vétéran de 32 ans qui a roulé sa bosse au Brésil. Mais je pense que peu importe si c'est Linares ou Michel, Mick, c'est un peu vrai qu'est-ce qu'il a dit. Là. Il est tellement habitué de changer d'adversaire à la dernière minute qu'à un moment donné, il faut qu'il se concentre sur qu'est-ce que lui peut contrôler. Puis pas trop se soucier de son adversaire. Bref, une entrevue qui passera pas à l'histoire, visiblement au niveau de mes connaissances ici. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Eh oui, Ben Baudouin en compagnie de Johan Lennes. On salue Mick Dufort, on salue Daniel Lafont également. Daniel qui est en grosse préparation. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le président fondateur de Samouraï MMA parce qu'il y a le chapitre 16 de Samouraï demain au Casino de Montréal. Johan, tu vas être là? Oui, certainement. Tu devais être sur la carte. On en a parlé souvent ici au podcast. Malheureusement, adversaire qui a dû se retirer. Donc, ce sera pour une partie remise. Mais si vous êtes au casino demain, vous viendrez serrer la pince à moi-même et à mon ami Johan. Avec plaisir, oui. Et pour parler de cette carte de Samouraï, on reçoit un invité de marque ici pour débuter l'émission. Romy Langlois, qui est le relationniste en chef de Samouraï MMA, qui est... Quoi, t'es au casino, Romy, là, je pense? Exactement, à 15 pieds du casino, là où les choses se passent en ce moment. Les choses se passent et on parle de la pesée, bien sûr. 9 combats demain, donc 18 combattants qui sont montés sur la balance sur le coup de midi. Il est 14h45 maintenant. Comment ça s'est passé? Est-ce que tous les combats ont lieu demain, Romy? Oui, Zach, la pesée a très bien été. On a presque pas eu de problème. On va avoir 9 combats demain de bonne qualité. Écoute, il n'y a pas de carte préliminaire demain. C'est une main card, tellement que les combats, c'est tous des bangers. T'étais-tu au courant, toi, que Mick Dufort... la semaine passée, le jeudi passé, t'étais-tu au courant que Mick avait changé d'adversaire? Peut-être que oui. Fait que toi non plus, tu me l'as pas plus dit. Bon, on peut plus faire confiance à personne de nos jours. Non, c'est pas vrai. Parle-moi donc, Romy, de Mick Dufort puis de Wanderson Michel. Bon, c'est sûr que c'est la finale, championnat des 155 livres des poids légers de Samouraï. Romy, à quel genre de combat les amateurs vont s'attendre demain? En plus, c'est plein là, au casino, là. Plus de billets. Romy, t'es là? Tu m'entends bien? Oh là là, problème de communication avec Romy Langlois. Je disais que c'est plein au casino demain, donc... à peu près 1500 spectateurs, je pense. Oui, c'est plein. Puis on a une grosse carte. On peut s'attendre à un gros spectacle parce qu'on a Michael Dufort qui est là, on a Alex Morgan qui est là, on a le retour de Jonathan Ramsey qui était une des plus grosses têtes ici qu'on avait au Québec puis au Canada, qui a eu 2 défaites difficiles, qui veut revenir fort, qui va combattre. On a un prospect, un jeune Yann Stoby du H2O qui était très dominant à ses débuts, qui va faire son 2e combat professionnel. Donc, c'est vraiment une grosse carte. Et on a réussi à faire un certain miracle. À la dernière minute, il y a le champion de judo, Maxime Côté, qui est pour l'organisation Samouraï MMA, qui avait malheureusement perdu ses débuts, qui était supposé de faire son combat au casino, qui a changé d'adversaire 2 fois dans les dernières semaines. Et là, à la dernière instant, on appelle un vétéran, David
Hubert Terrien, qui fait le saut, qui s'en vient prendre la place pour affronter Maxime Côté. Donc, 9 combats relevés là, au casino pour Samouraï MMA. Là. C'est demain, donc, et là, je le disais, là, ceux qui n'ont pas de billets, vous ne pourrez pas y aller sur place, évidemment, là, parce que c'est plein, mais vous pourrez voir ça sur UFC Fight Pass, donc sur la plateforme de l'UFC, en anglais ou en français. Je serai à la description des combats avec Franco Pana demain à l'analyse. Est-ce qu'on a récupéré Romy? Ah, Romy, t'es là, voilà. Bon. De retour. Parle-moi donc de la finale. Je sais pas si le son, on a perdu le son même. On va se réessayer. On espère que ça va fonctionner. Mais parle-moi de la finale. Qu'est-ce qu'on s'attend de Mick Dufort demain pour ce championnat de samouraï? Il va défendre sa ceinture des 155 livres des légers qu'il a remporté au mois de mai dernier. Là. Bon, désolé, Romy, on va être obligé de remettre ça, mon ami, parce qu'on n'a pas le son, malheureusement. Donc, c'était partie remise. Garde-moi, puis Yann, on va parler un petit peu de la carte. Tu es quand même assez au courant, mais on a reçu Mick la semaine passée. Ouais. Changement d'adversaire pour lui. Puis à la conférence de presse hier, ce qu'il racontait, c'était qu'il visait l'UFC. C'est sûr que lui, Samouraï, il est très content de l'opportunité, mais il vise les plus hauts sommets. Puis là, il a parlé qu'il voulait envoyer un message, là, puis essayer de dire à l'UFC, je gagne à Samouraï, puis placez-moi sur la carte de Vancouver même. Mickaël Dufort, c'est un combattant qui est très explosif, qui est très spectaculaire. C'est un gars qui termine ses combats, tu sais. Donc, on l'a vu toute sa carrière, c'est un combattant qui est mature. Il est encore à un jeune âge. Par contre, il y a beaucoup de millage derrière lui. Il s'est battu partout dans le monde. Il s'est battu à travers les plus grandes organisations. Là, on l'a vu, il sort de PFL, a gagné son dernier combat à Samouraï, va défendre sa ceinture. C'est sûr que lui, il veut une chance pour les grandes lignes. Moi, je le vois très bien combattre à l'UFC. C'est un combattant qui est dominant. C'est quelqu'un qui termine ses combats. Donc, va assurément vouloir prouver que peu importe qui est devant lui, est capable de terminer le combat à sa manière. Alex Morgan, tu l'as dit. Moi, je suis intéressé par le combat... l'autre championnat, en fait, il y a deux ceintures en jeu. Oh oui. Mustafa Salehzadeh, gros lutteur contre Edison Lopez, qui est un combattant d'origine brésilienne, mais qui se bat beaucoup au Canada, champion de BFL. Un gars de 48 ans, OK? Il a roulé sa bosse pas mal, il en a vu d'autres. Et tout le monde dit que Salehzadeh, tu le connais mieux que moi, là, parce que tu le vois au Tristar, que c'est vraiment une brute au niveau de la lutte. Mais Lopez a déjà battu des gros lutteurs aussi, donc ça va être vraiment intéressant. Les premières fois que Samouraï présente un combat de championnat chez les lourds en plus. Exact. On sait que Mustafa a travaillé énormément sur sa boxe. Il a fait des combats de boxe amateurs, des combats de kickboxing aussi. La lutte, c'est sa tasse de thé. C'est vraiment, c'est dans ça qu'il est bon. Il est tellement dominant. C'est une terreur. Dans le gym au Tristar, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent s'entraîner avec lui. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien son art, mais c'est vraiment un gros bonhomme. Je m'attends à un combat très relevé. Je m'attends à un combat très explosif. J'ai vraiment hâte de voir parce qu'on sait qu'il affronte un combattant qui a beaucoup d'expérience. Là. Donc vraiment, là, ça va vraiment se jouer au niveau de l'expérience. 5 rounds de 5 minutes, ça peut jouer dans la balance. Là. 3 combats professionnels seulement pour Mustafa contre une vingtaine là, pour son adversaire Lopez. Puis pour finir cette analyse de la carte de Samouraï, moi, j'ai hâte de revoir Joe Ramsey. Oui, Jonathan Ramsey, certainement. On l'a pas vu. En fait, la dernière année a été très difficile pour lui. Là, tu l'as dit, il est devenu rapidement une sensation avec des gros KO. A remporté une ceinture, même dans une guerre contre Danny Mallette, mais il a perdu la revanche. Il a fait passer un énorme KO. Puis il a perdu après ça sa dernière sortie il y a quelques mois. Contre, je vais aller rechercher son nom, là, mais c'est... Rodriguez. Il s'est fait passer un KO au premier round. Rodrigo, il s'est fait passer un KO au premier round, mais contre le finaliste de The Ultimate Fighter. Exactement ça. Rodrigo Cezinando. Exactement. Qui, lui, va se battre samedi à l'UFC en finale de l'Ultime Combattant. Donc, il y a des chances de remporter la compétition de l'Ultime Combattant. Donc, c'est pas n'importe qui, mais il a quand même servi une correction à Jonathan Ramsey. Puis, à la conférence de presse hier, j'ai parlé à Jonathan, puis tu sais, il a dit ça m'a ramené sur terre. Il a dit c'est sûr que j'ai frappé un bon mur, mais je pense que ça fait de moi une meilleure personne. Il dit pas que j'étais puis il a dit ça de même, il a dit j'étais pas un trou de cul, mais je pense qu'il avoue que le succès il a monté un petit peu à la tête, qu'il s'est vu un petit peu trop gros, puis là il dit
je pense que là, je suis un peu plus groundé que je l'ai déjà été. Puis que c'est sûr que quand tu te fais passer 2 KO consécutifs, ça peut avoir cet effet-là. Mais bref, j'ai aimé son humilité quand même de dire, tu sais, puis c'est dans les défaites qu'on apprend. Donc, il promet il dit, je suis revenu un peu à mes racines, je suis revenu un petit peu à la base, puis c'est ça. Je pense que ça peut l'aider. Je sais pas ce que tu en penses, parce qu'en plus, on connaît un peu votre historique. Oui. La question il a été posée en plus hier, puis il y a eu des très bons mots pour toi, Johan. Il a dit, moi et Johan, on partage le gym, on s'entraîne ensemble présentement, on s'entend super bien. Puis il a monté de catégorie, donc je vois pas à court terme qu'on va s'affronter. Donc la hache de guerre est enterrée. Complètement. Puis oui, on a eu la chance de bouger ensemble. Puis si on peut s'aider mutuellement, ça va être gagnant les deux. Puis moi, je pense que Jonathan Ramsey, comme tu l'as mentionné, c'est quelqu'un qui a eu un succès extrêmement rapide, qui a eu des knockouts fulgurants dans les premiers rounds, qui a peut-être manqué d'expérience un petit peu, qui a monté les échelons très rapidement. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille dans la construction, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement fort physiquement, qui est en mesure de jumeler entraînement et travail. Il va s'entraîner au American Top Team en Floride, il part des 2 semaines, il revient. Donc, il est vraiment investi. Je pense qu'un petit step back comme ça peut juste faire du bien. Il affronte un bon combattant en avant de lui. Je lui souhaite de tout cœur, puis il a l'air en forme, il a l'air dans une belle état d'esprit pour rebondir et aller chercher une grosse victoire convaincante au Casino de Montréal. Puis on a perdu la communication avec Romy, malheureusement, mais il vient de me texter une couple de trucs, là, mais tu sais, on a beaucoup d'attentes aussi envers le jeune Isaac Herbert, un gars de Gatineau. C'est un jeune de 22 ans qui fait ses débuts professionnels, mais il est 6-0 amateur avec juste des finishes. Un produit du Tristar Gym à Montréal. Exact, c'est ça. Et ça qui m'écrit, il dit début pro tardif, mais s'entraîne temps plein depuis presque 10 ans, donc imagine, il a commencé jeune. Mike Jones aussi. Mike Jones qui va faire le premier combat de l'ouverture de la carte Samouraï, un jeune combattant. Ça fait plus de 10 ans qu'il s'entraîne au Tristar Gym, lui aussi. Là, à surveiller cette carte-là, beaucoup de beaux produits. Là. Et je veux juste mentionner également que Samouraï MMA, ça a vu le jour en 2021, en plein cœur de la pandémie. OK? Daniel Lafont, qui a parti ça, avait jamais fait ça avant. C'était un fan, surtout avant tout. Puis il savait pas trop dans quoi il s'embarquait. Puis il a commencé à un moment vraiment pas facile, évidemment. Puis de voir qu'on est rendu au chapitre 16, 4 ans plus tard, qu'il y a des partenariats avec UFC Fight Pass, le Casino, l'Auto-Québec, de voir qu'il est capable d'aller chercher des combattants à l'international pour venir se battre sur ses cartes. Samouraï, en très peu de temps, est devenu vraiment une organisation respectée. Je pense qu'on peut dire maintenant la plus grosse au Canada, sinon une des 2 plus grosses. Donc, chapeau. Vraiment chapeau à toute l'organisation. Romy aussi. C'est pas facile de tenir ça à bout de bras. Puis chapeau aux fans aussi. On a rempli les arénas à Sherbrooke. On a rempli à Québec une salle de spectacle. On a rempli le centre Slush Poppy à Gatineau à plusieurs reprises. On remplit le casino. Il y a un appétit pour les fans, pour les arts martiaux mixtes locaux. Et pour voir la relève en action, en fait. Puis ça, c'est beau. Puis chapeau à Daniel qui se bat avec tout le monde, parce que ça doit pas être facile, parce que de vouloir faire des match-ups locaux, de vouloir faire des affrontements locaux, puis lui qui est très généreux avec ses combattants, qui malheureusement des fois passe par-dessus. Il y en a qui en profitent. Oui, c'est sûr et certain. Il a un très grand cœur, Daniel, puis ça doit pas être facile pour lui, puis il continue à amener la barque puis le bateau, fait que... Ouais, félicitations, Daniel. Beau travail. 16e chapitre, puis il y en aura plusieurs à venir, donc ce n'est que le début, mais déjà un superbe succès et longue vie à Samouraï MMA. Parlons de l'UFC. L'UFC Paris, la semaine dernière. Il y a UFC cette fin de semaine du côté de San Antonio. Une grosse carte. On fait l'analyse dans quelques instants. Mais revenons sur ce qui s'est passé du côté de Paris la semaine passée. Nassourdine Imavov, le Français, la vedette française qui est allé... il a été très, très bon. Victoire par décision unanime contre le Brésilien Caio Borralho. 5e victoire de suite pour Imavov. Comment t'as vu le combat, là? Impossible de ne pas lui donner une chance au titre après un combat comme ça. Selon moi, il a été vraiment dominant. Il a défendu les abdominaux au sol. 100% d'efficacité. Une boxe dominante aussi. Jiu-jitsu brésilien, moi, honnêtement, c'est une performance qui m'a vraiment impressionné d'Imavov, là. Ce qui m'a le plus impressionné de lui, c'est sa rapidité. Ses mains. La rapidité de ses mains,
C'était précision. C'était trop rapide pour en combat debout, sa boxe pour Borralho ne suivait pas. Il suivait pas ce rythme-là. Très léger sur ses pieds également, bougeait bien. Donc défensivement, ça lui permettait aussi de vraiment tirer son épingle du jeu. Il a vraiment été technique dans ce combat-là aussi. Il n'est pas allé avec les immenses coups. Mais c'est ça, sa rapidité, sa précision. Il y a une expression en anglais, ils disent « keep it simple, stupid ». Mais il a été tellement simple et tellement précis dans ce qu'il faisait que j'ai l'impression que Borralho n'avait aucune solution. Les amener au sol ont tout été bloqué, les mains touchaient, la variété de coups, le changement de vitesse. Imavov était vraiment à un autre niveau. J'ai vraiment senti qu'il voulait démontrer sa dominance. On ne peut que lui donner un combat de championnat après ça. Oui, c'est ça, exact. Il est classé numéro 2. Déjà, il a battu Adesanya et Borralho à ses 2 dernières sorties. Je suis assez d'accord avec toi. À suivre, voir ce qui va se passer entre Derrider et Hernandez. Oui. On en parlait la semaine passée. Gros combat aussi qui pourrait avoir des implications pour le prochain adversaire de Khamzat Chimaev. Mais à ce stade-ci, c'est vrai. Je pense qu'il faut donner... Il faut donner le crédit à Imavov. Après la performance qu'il a faite contre Adesanya, une performance dominante encore. Donc... C'est ça. Il y a l'ascendant, là, je pense. Il est en haut de la liste, clairement, pour une chance au titre. Je veux, par contre, te questionner sur... Et c'est Sean Strickland qui a soulevé ce point-là, que j'ai vu, moi, sur les médias sociaux, parce qu'il a échangé durant le camp d'entraînement avec Borralho, puis il a dit... il était vraiment pas d'accord et il trouvait vraiment que c'était stupide de la part de Borralho d'avoir accepté d'être le remplaçant, le combattant substitut pour l'UFC 319 Duplessis-Chimaev. Parce qu'il y a 3 semaines, mi-août, il est allé faire une coupe de poids complète, descendre à 185 livres. Il avait fait le poids à ce moment-là. Là, ça lui faisait une 2e coupe en même pas un mois. Est-ce que tu penses que ça peut l'avoir ralenti? Il était peut-être pas lui-même dans l'octogone en fin de semaine. Ça peut être possible. C'est possible que ça peut l'avoir ralenti un petit peu. Je me dis, c'est un professionnel. Il doit tellement être bien encadré avec l'UFC. Je vois pas à quel point ça peut l'avoir nuit tant que ça. Je regarde Imavov qui, lui, a été très actif aussi dans les derniers temps. S'est battu de manière régulièrement. Donc, tu penses pas que ça a... Je pense pas que le poids était aussi pesant dans la balance. Là. OK, exact. Donc crédit 100% à Imavov. Crédit 100% à Imavov. Là. Autre Français qui l'a emporté en demi-finale, Benoît Saint-Denis, qui a été... Wow. Très, très bon contre Mauricio Ruffi. Donc, c'était 2 équipes là, qui s'affrontaient. Ouais. On en parlait. Saint-Denis, un partenaire d'Imavov, et Ruffi, partenaire de Borralho. Donc, étranglement arrière au 2e round. Saint-Denis d'un bout à l'autre. Ça n'a pas duré ultra longtemps, mais jamais il a été en danger. On l'a vu dès les premiers échanges que c'était sa soirée. Là. Mais on a vu que c'est ça. On savait que Saint-Denis allait avoir l'avantage au niveau de la force physique, au niveau des échanges du corps à corps. Mais dès le premier round, on l'a vu là, qu'il était dominant. Puis on semblait que Ruffi n'avait aucune solution. Là. Ne semblait même pas tenter nécessairement de sortir des positions. Il semblait vraiment trouver ça difficile. Puis, il a dit qu'il n'était pas en pleine santé. Il a écrit un message par la suite sur les réseaux sociaux dire « Bon, je n'étais pas à 100%, c'est la première fois de ma vie que j'allais dans un combat dans cet état-là. » Pas d'excuses, mais quand même, il n'était pas à 100% visiblement, mais malgré tout, c'est un peu la même chose que Borralho. Crédit à BSD qui a été sensationnel. Tu peux pas te présenter en France n'étant pas à 100%, te battant contre Benoît Saint-Denis. Là. Lui, il était prêt, il était là, il aurait tout donné dans la cage. Son entrée, moi, je trouve ça très impressionnant de le voir combattre. Je trouve ça très prestigieux de le voir se battre chez lui en France. Je le trouve très noble, Benoît Saint-Denis. Mm-hmm. Je trouve qu'après, lorsqu'il a gagné, on voulait beaucoup l'interviewer, on voulait lui donner la scène. Et à la fin, il a pris le micro puis il a dit il y en a un autre qui se bat après moi, c'est Imavov. Donc là, on va se lever pour Imavov. Je trouve ça, ça très noble de sa part. Là. Je suis 100% d'accord. Puis il est revenu dans l'octogone sur sa contre-performance de l'an dernier parce que l'an dernier, à l'événement de Paris, il avait été en finale. Puis il s'était fait découper par Moïcano. Oui. Puis il avait dit après, c'était vraiment ma pire performance, puis j'ai pas été à la hauteur devant le public français. La pression s'est emparée de moi, puis j'ai pas été capable de la gérer. Donc cette fois-ci, c'était important pour lui de faire amende honorable. Ouais. Il a remercié les fans de dire « Vous m'avez pas lâché malgré ces moments difficiles-là, donc merci. » Il a vraiment livré la marchandise. Très émouvant. En étant en plus... en mettant la lumière en plus sur celui qui s'en venait. Donc, c'est ça, tout était comme... Tout était, très émouvant. Moi, en tant que combattant, en tant que fan,
j'ai trouvé que c'était vraiment un beau moment pour l'UFC en France. Là. Et là, quand on l'a vu contre des gars du top 5, ces 2 défaites à l'UFC, c'est contre Dustin Poirier et Renato Moicano. Là, après ses dernières performances, ça va être les gars du top 10, il est encore classé juste 13e BSD. Là. Les gars du top 10 regardent ça, font comme j'ai rien à gagner à affronter ce gars-là. Est-ce que ça va être difficile pour lui d'aller rechercher un autre adversaire de renom, tu penses? Ça peut être difficile, oui. On le sait que Benoît Saint-Denis, c'est pas celui qui a été le plus actif non plus dans les 3-4 dernières années. Donc, ça va être de voir ça va être quoi. Mais pour lui, après 2 victoires consécutives comme ça, là, il est classé 13e. Va vouloir traverser le top 10, c'est sûr et certain. La question, c'est qui va être prêt de l'affronter? Ouais, c'est une très bonne question. Là. À suivre donc pour BSD, puis retour un petit peu à la table à dessin pour Rofi, qui, oui, est un gars ultra spectaculaire, mais au sol, on voit qu'il y a des croûtes à manger, puis tu peux pas toujours gagner avec des... Parce qu'à un moment donné, il a lancé, au début du 2e round, sauf erreur, il a lancé tout un coup de genou là, à la volée, puis Saint-Denis a encaissé ça comme si de rien n'était. Puis, tu sais, oui, Rofi va gagner avec des coups spectaculaires, des coups de genou à la volée, des coups de pied renversés, tout ça, mais ça peut pas être juste ça, ta stratégie. Exactement. Donc, il faut que tu peaufines un petit peu ta technique et tout ça. Je suis pas inquiet pour lui. Il a énormément de talent. Puis là, les Fighting Nerds, tu sais... Exact. Moment difficile pour eux. Ils étaient tous invaincus. Exact. Ils étaient tous invaincus, les 5 gros, là, jusqu'à ce que Prates perde contre Ian Gary. Le Borralio vient de perdre. Rofi vient de perdre. Prates a retrouvé le chemin de la victoire par la suite. Je suis pas inquiet pour les 2 autres. C'est des gars ultra talentueux. Puis c'est toujours une très très bonne équipe. Mais l'aura d'invincibilité n'est plus là du côté des Fighting Nerds. 2 défaites donc cette fin de semaine pour l'équipe à Paris. On parlait un peu de Modestas Bukauskas qui poursuit lui son histoire de rédemption, sa renaissance à son retour à l'UFC, qui est allé chercher une autre grosse victoire. Quel coup de coude, honnêtement. Ouais, très précis avec sa boxe. Puis en ground and pound, les frappes au sol, là, un coup de coude dévastateur. Là. Paul Craig ne pouvait pas sortir de là. À la toute fin. Il a lancé ce coup de coude-là, il restait 1 seconde à peu près au premier round. Et Craig s'est jamais relevé, donc l'arbitre a mis fin au combat. Donc, et Paul Craig, vétéran écossais, combattant écossais, qui a déposé ses gants donc dans la cage. Terminé pour Paul Craig qui a dit « Regardez, c'est un sport de jeunes. Je suis plus trop. » Mais donc, il y a eu une belle carrière, Paul Craig. Il y a eu des beaux moments. A donné un beau spectacle. On va toujours se souvenir de lui avec la moitié de son visage bleu, qui était très spectaculaire au pesé. Donc, vraiment, là, très solide dans le jiu-jitsu aussi. Des belles soumissions, de beaux combats. 6-1 Bukauskas depuis son retour à l'UFC. Puis il n'est pas dans le top 15 encore. Donc, lui aussi, ça va lui prendre des gros combats. Des gars avec des chiffres à côté de leur nom pour ses prochaines sorties. Et Ante Delia, ancien champion de la PFL qui faisait ses débuts à l'UFC. Gros KO contre Marcin Tybura. Et ça lui permet d'entrer directement dans le top 10 des poids lourds. Oui, parce que Tybura, on le sait, c'est un vétéran. C'est un gars qui est là, ça fait longtemps. Puis souvent, c'est un test qu'on donne. On donne Tybura, on passe ça, on a une bonne suite par la suite. Un KO très spectaculaire. Là. Donc, c'est ça. Beaucoup de succès à la PFL et c'est bien parti à l'UFC pour Ante Delia. Donc, l'UFC, pas de pause. Autre gala cette fin de semaine, c'est le Noche UFC, donc ce gala annuel qu'on fait du côté de l'UFC en lien avec la fête d'indépendance du Mexique. Donc, beaucoup de combattants mexicains qui seront sur la carte cette fin de semaine. À noter les heures, OK? Parce que c'est très important. Ce samedi, là, c'est toute une journée pour les sports de combat. Ouais. On a l'UFC... Noche UFC avec Diego Lopez contre Jean Silva. Ça commence à 15h sur TVA Sport direct. Si vous êtes abonné à TVA Sport, vous aurez accès à la carte préliminaire sur TVA Sport direct. Donc, pas besoin de l'abonnement à l'application TVA Sport direct. Notez bien ça. Avec votre abonnement télé à TVA Sport, vous y avez accès. Et à 18h, on passe à la télé TVA Sport 2 pour la carte principale. Et ça commence plus tôt, ça va finir plus tôt pour permettre aux amateurs de regarder sur Netflix Canelo Alvarez contre Terence Crawford en boxe. Donc, quelle soirée de combat. Quelle journée. Là. Ça commence samedi. à 15h avec l'UFC, puis ça va se finir tard en soirée. Wow. Parce qu'on sait que l'UFC et TKO Boxing est vraiment impliqué dans le combat de Canelo contre Crawford. Ça se passe du côté de Las Vegas. Mais parlons ici au podcast de Noche UFC avec Diego Lopez. Brésilien, mais mexicain d'adoption.
on le place en finale de ce gala spécial Mexique là, contre Jean Silva. Il est classé 2e, Diego Lopez. On l'a vu la dernière fois contre Alexander Volkanovski. Donc, c'est son premier combat depuis qu'il a échappé cette chance au titre. Il n'a pas été déclassé outre mesure par Volkanovski. Là, les 5 rounds, je veux dire, il a duré 25 minutes. Il n'a pas gagné beaucoup de rounds. Je pense que la plupart des juges avaient ça 49-46, donc peut-être un round. Est-ce que tu penses que Diego Lopez a ce qu'il faut pour, encore une fois, aller chercher une grosse victoire contre Silva, qui est peut-être la sensation de l'heure en arts martiaux mixtes? Mais c'est ça. C'est que ça, Silva, en ce moment, arrive avec un aura autour de lui. Il va arriver avec une prestance. Donc, j'ai vraiment hâte de voir est-ce que Lopez va être en mesure de bien gérer tout ça. Chose sûre, c'est que Lopez a été tellement dominant dans ses dernières performances et là, sort d'un 5 rounds de 5 minutes contre un des plus grands champions, The Greatest, Volkanovski. Puis il s'est pas fait déclasser. Ça a été 5 rounds de 5 minutes, un combat serré, il a perdu, mais ça, c'est de l'expérience en banque. Là, il a fait une belle pause. C'est son combat de retour. Je pense vraiment que Lopez peut sortir une grosse performance. Parce que Silva, oui, c'est un feu d'artifice, mais à date, tout ce qu'on a vu de Silva, c'est une grosse main droite, un gros crochet. C'est quelqu'un qui frappe très solide, qui va pas reculer, qui va vouloir donner un spectacle. Lopez est très mobile, il bouge beaucoup, très rapide. Donc, si Lopez est discipliné, très bon jiu-jitsu brésilien de la part de Lopez aussi, avec l'expérience qu'il a, peut être en mesure, ayant fait déjà un combat de 25 minutes. Silva n'a jamais été là. Exact. Il est plus grand, très imposant, comme combattant à 145 livres, 5 et 11. Wow. Quand même. Très musculaire, Lopez. Lopez, exact. J'ai parlé aux deux cette semaine. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Diego Lopez et Jean Silva. On va commencer avec un extrait de Lopez qui, par ailleurs, chapeau, parce qu'il nous a fait ça en anglais. Bon, l'accent est peut-être difficile à comprendre. On reviendra sur ses propos par la suite, mais on peut écouter Lopez sur le fait que c'est une situation particulière. En fait, son parcours est très similaire à celui de Silva. Vous vous rappelez, là, avant d'arriver en combat de championnat du monde, l'an dernier, Lopez avait collé énormément de victoires consécutives en peu de temps, de façon spectaculaire. Il était classé 13e au moment d'affronter Brian Ortega, qui était 3e à la sphère l'an dernier. Et c'est cette victoire contre Ortega, qui était classé 3e, qui l'a catapulté en combat de championnat. Maintenant, il est 2e au classement, Lopez, et c'est Silva qui arrive dans une situation similaire avec plein de victoires consécutives, un gros hype derrière lui et qui veut déclasser le numéro 2. Donc, les années se suivent et se ressemblent pour Lopez, mais dans des situations complètement opposées. On peut l'écouter là-dessus. Yeah. Like jump is very dangerous. No, this guy make it like this guy build your careers like similar with me too. Like too fast, take the fight in short notice. Finish the fights. UFC love this. 1 year ago, it's like I'm stay the same position. I'm number 13 in the ranking. I'm fight the number 3 in the ranking. Now it's like now Jean is like it's number 10, I think, number 10 or number 9. I don't remember. Number 2. But bro, I'm still here for prove I deserve to stay in the top 5. You know, in the top 3, the top 2. Donc voilà. Des victoires contre... il est arrivé à l'UFC. Il a perdu contre Movsar Evloev à la dernière minute, OK? Ouais. Evloev qui est toujours invaincu à l'UFC. Mais tout de suite après, soumission au premier round contre Gavin Tucker. Quelques mois plus tard, victoire KO au premier round contre Pat Sabatini. Victoire au premier round contre Sodiq Yusuff. Il est allé chercher une décision unanime contre Danny Ige, une décision unanime contre Brian Ortega. Donc, c'est des grosses victoires. Puis, il était vraiment sur toute une lancée avant d'affronter Volkanovski. Oui, puis il est très spectaculaire. Là. Moi, je vais toujours me souvenir de son combat contre Ortega. Ça a été une décision, mais il aurait pu terminer le combat. Il avait lancé une grosse main droite. Ortega était tombé, puis avec le crochet, il avait comme rallumé un peu les lumières de Ortega. Donc vraiment, là, c'est un combattant qui est spectaculaire, Lopez. On s'ennuie pas avec ça. Vous pouvez vous attendre à des feux d'artifice contre Silva, vraiment. Moi, je trouve que Lopez, c'est comme le jeune prospect qui a fait beaucoup de millage, qui est prêt, selon moi, qui a prouvé qu'il est prêt à devenir champion, mais qui là, je trouve ça intéressant que l'UFC mette 2 aussi gros combattants qui sont aussi jeunes dans leur cheminement, qui sont aussi... C'est 2 stars, c'est 2 personnes qui sont...
Non, qui ont le potentiel d'être des superstars, c'est Exactement. Fait que pour moi, c'est vraiment intéressant. Ça peut les faire éclore les deux, comme ça peut essayer d'en abîmer une des deux. Mais écoutez, une chose est sûre, on s'ennuiera pas pour ce combat-là. Là. Jamais il a pensé refuser le combat. Je lui ai posé la question. Tu n'as rien à gagner. Tu affrontes le numéro 10. Classé deuxième, c'est sûr. Il dit, tu sais, je refuse jamais. Ils m'ont offert, l'UFC m'a offert Aaron Pico, j'ai dit oui. Ils m'ont offert Yair Rodriguez, j'ai dit oui. Ils m'ont offert Silva, j'ai dit oui. C'est l'UFC après ça qui est allé avec Silva. Est-ce que les deux autres ont refusé ou pas? On sait que Pico s'est battu il y a quelques semaines. Pour lui, c'est toujours oui. Ouais. Donc, c'est un peu ça sa mentalité. On verra si ça pourra c'est un couteau à double tranchant de toujours dire oui. Ouais. L'UFC aime ça quand tu acceptes tous les défis, mais si tu vas chercher, si tu gagnes pas tes combats, ça peut faire mal. Silva, lui, je le disais, saveur du mois peut-être, saveur du mois, saveur de l'année. Une des plus grosses vedettes en très peu de temps à l'UFC présentement. Un phénomène à 5-0 dans l'organisation. 4 KO, une soumission. Ce qu'il a fait à Bryce Mitchell, sa soumission en avril dernier, c'était sensationnel. Et lui est conscient que c'est une opportunité en or aussi de faire un bond de géant dans les classements. Et je l'ai questionné, et on va l'entendre avec son traducteur Derek en simultané, mais sur le fait que les fans l'ont vraiment adopté. On adore son style et adore sa personnalité également, donc en peu de temps, il est devenu une superstar. Pourquoi, selon lui? Et qu'est-ce que ça représente pour lui d'être dans une finale, une première finale à l'UFC? On peut écouter Lord John Silva. Eu acho que através de mim, je pense qu'il voyait qui rêvait en vaut la peine. Tu sais, aujourd'hui, je signais la première poster affichée avec mon photo. C'est ça énorme pour moi. Et je pense que je montre à tous les fans que ça en vaut la peine, que l'amour vient de là. Quand les fans m'ont regardé, ils savent que ça va la peine. La rêve. Viver o próprio sonho. Donc voilà, vous le voyez, l'émotion à fleur de peau. Tu sais, c'est ça, Jean Silva aussi. Ouais. C'est pas une cassette, là, c'est un gars qui dit ce qu'il pense. Puis là, juste signé son premier poster, pour lui, là, il part de loin. Là, puis d'arriver là au sommet. Puis tu sais, c'est impressionnant pour lui de déjà être. Tu sais, puis c'est l'UFC, c'est le Noches, c'est quelque chose de très gros pour lui d'être la tête d'affiche, d'être l'événement principal de cette soirée-là. Son ascension s'est faite tellement rapidement. Moi, je me souviens encore qu'il n'y a pas si longtemps, je le voyais à Contender. Il faisait son entrée à Contender en Japon. Puis là, on se demandait tout, mais c'est qui ça, ce gars-là, qui prend 10 minutes à rentrer à Contender en Japon alors que t'as pas de musique à Contender, c'est supposé de faire ça vite, puis à partir de ce moment-là, il a fait sa marque, puis là, écoute, tout est en son honneur, John Silva. Quand je dis qu'il part de loin, je sais pas si tu es au courant de tout ça, mais Jean Silva a un parcours incroyable. Incroyable dans le sens que c'est difficile à croire. On mettrait ça dans un film, puis on dirait on pousse le bouchon. Là. Il a perdu au moins un de ses frères dans des circonstances un peu nébuleuses. Il a également été témoin du viol de sa mère par 3 hommes. Et il a été témoin de sa mère qui a assassiné ces 3 assaillants et qui a été amené par la police et arrêté pour meurtre, qui est emprisonné aujourd'hui. Imagine, en tant qu'enfant, tu assistes à ce genre de scène-là. Et tous ces tics, tu parles de son jappement et tout ça, et toute sa personnalité aujourd'hui, ça vient de ces traumas-là qu'il a vécu dans sa jeunesse. Et il a trouvé vraiment rédemption auprès des arts martiaux mixtes et auprès de son équipe. C'est ça aussi, tu sais. Puis il en parle ouvertement. On n'a pas tous les détails, bien sûr, mais honnêtement, c'est une des histoires les plus horribles, un des backgrounds les plus horribles en arts martiaux mixtes que moi j'ai entendu. De là, toute l'émotion, puis toute l'énergie qu'il amène autour de lui lorsqu'il s'en va dans l'octogone. Puis je pense que de savoir ça fait en sorte qu'on s'attache encore plus au personnage, parce que d'un coup d'œil extérieur, on le voit rentrer comme ça, on pourrait penser que c'est un peu bizarre, mais c'est parce qu'on voit pas derrière l'image, on sait pas le pourquoi. Exact. Fait que, ouais.
Jean Silva, donc, pourrait aller chercher la plus grosse victoire de sa carrière et vraiment... monter dans les classements. Monter dans les classements et cogner vraiment à la porte d'un combat de championnat. Rapido, on va faire le tour de la carte des combats principaux. En fait, Rob Font contre David Martinez. Rob Font est toujours dans le top 10, lui, à 135 livres. Puis là, il affronte un jeune loup, Martinez, qui n'est pas classé, mais qui est 12-1 dans sa carrière, 1-0 à l'UFC. Bon, remplace à la dernière minute Raul Rosas Junior, mais quand même, pour Rob Font, c'est pas évident, là. Un remplacement de dernière minute comme ça, beaucoup à perdre pour Rob Font, oui. Par exemple, qui est sur 2 belles victoires, Rob Font, qui a gagné son dernier combat, là. Combat très serré, mais qui a gagné contre un prospect de 16-0. Donc, une très grosse victoire. En ce moment, qui est au Kingsway, Austin, en Texas, qui semble s'entraîner avec Gordon Ryan, travailler sur son jiu-jitsu brésilien, travailler sa boxe un petit peu. Donc, certainement, lui a un camp d'entraînement complet. Est-ce que son adversaire est dans la même situation? On va voir ça samedi. Là. Hâte de voir qui sera dans son coin, là, parce que si Ferraz va y aller, s'il n'a pas fait son camp à Montréal, peut-être que Ferraz ne sera pas dans son coin. Puis on sait qu'avec Samouraï, Ferraz va être occupé là, avec Mustafa notamment, avec Isaac Herbert et tout ça. Bon. À suivre donc, ça va être j'ai hâte de voir. Tatiana Suarez contre Amanda Lemos, ça c'est un combat important à 115 livres chez les dames. Suarez, on sait qu'elle revient de sa première chance au titre contre Zhang Weili. C'est fait pas mal déclassé pour sa première défaite en carrière. Gros combat de retour. Gros combat de retour, ça fait déjà plusieurs mois, c'était en février, donc elle a pris le temps de s'en remettre. Lebosch aussi a déjà été en combat de championnat, elle aussi a perdu contre Zhang Weili, donc c'est un choc de style là, aussi, la grosse lutte de Tatiana Suarez. Lemos, c'est plus une striker. Oui, donc ça va être de voir, est-ce que Lemos va être en mesure de garder sa distance un petit peu? Parce qu'on sait qu'au niveau du striking, vraiment, Lemos beaucoup plus dominante. Suarez, vraiment plus imposante. Si elle est en mesure de travailler avec couper la distance, amener le combat au sol, ça peut être une longue soirée. Là. Exactement. Puis peut-être que la gagnante obtiendra une chance au titre parce que la ceinture va être en jeu à l'UFC 321 entre Mackenzie Dern et Virna Jandiroba parce qu'on sait que Zhang Weili abandonne cette ceinture à 115 livres pour aller affronter Valentina Shevchenko. Jared Gordon affronte Rafa Garcia. Kelvin Gastelum contre Dustin Stoltzfus. Ça, c'est 2 vétérans à 185 livres. Alexander Hernandez contre Diego Ferreira. Hernandez revient d'une grosse victoire. Et Ferreira, ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas vu, je pense qu'il était blessé. Mais ça aussi, c'est deux bons vétérans. Laisse-moi juste voir. C'est pas battu depuis... l'UFC 311, donc en janvier qu'on a Ferreira. Ça devait affronter King Green au mois d'août, puis ça a été annulé. Green s'était blessé. Donc voilà pour la carte de cette fin de semaine. Je vous répète les infos, 15h sur TVA Sport Direct et 18h sur TVA Sport 2. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. UFC Maison-Blanche. UFC Maison-Blanche, oui, ça se précise. C'est encore loin, là, c'est l'été prochain, mais on continue d'en parler parce que tout le monde soit lève la main ou soit se désiste ou a son opinion un petit peu là-dessus. John Jones, tout d'abord, intéressé. Mais... Est-ce que Dana White peut compter sur John Jones pour mettre une tête d'affiche à la Maison-Blanche? Je suis pas certain. C'est ce qu'il a dit publiquement, Dana White. Il a dit... Si j'ai le choix entre Conor McGregor ou John Jones, dans mes 2 super vedettes, sur qui je vais prioriser, c'est McGregor. Parce que si Conor me dit qu'il est prêt à se battre, j'ai plus confiance que lui va se présenter que John Jones. Si j'avais à gager, je vous dirais ni un ni l'autre va être là. Ouais, je suis complètement d'accord. En même temps. Puis tu sais, John Jones prend sa retraite. Là, Aspinall affronte Gann. Là, finalement, Maison-Blanche, on est intéressé. OK, je reviens. Je sais pas. Non, je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec le scénario non plus. Ronda Rousey, elle a dit qu'elle allait passer son tour. Tu sais pourquoi? Ronda Rousey, j'étais même pas au courant qu'il y avait un potentiel retour. Pour parler avec Ronda Rousey. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis elle a dit, tu sais, peut-être que je dis pas non sur un retour à l'UFC, mais pas sur la carte de la Maison-Blanche, parce que je sais pas trop pourquoi. Parce que je pense qu'elle pense pas que c'est une bonne idée, puis qu'elle pense que c'est... Bon, je sais pas. Moi, je dirais... Elle est dans la lutte en ce moment, elle. Ouais, c'est ça. Puis elle a eu un enfant, je veux dire, une jeune maman et tout ça. Tu sais, oui, ça a été une méga star, mais comme, est-ce qu'on veut vraiment recycler tous ces... Ouais. Tu sais, c'est-tu le recyclage des anciennes vedettes aussi qui est... À un moment donné, je pense qu'il faut apprendre à tirer le... On est pas mal en manque de
superstar américaine à l'UFC présentement. Puis là, en faisant cet événement à la Maison-Blanche, puis on veut en faire quelque chose d'énorme. On voudrait pouvoir mettre un Américain par combat, tu sais. C'est sûr. C'est le minimum qu'on peut faire, qu'on veut faire surtout, je pense. C'est ça. Donc, tu sais, là, Nate Diaz contre Conor Tout le monde veut revenir. C'est ça. S'il y a une pièce à faire, mais je voyais que Kayla Harrison était dans une réunion apparemment avec les grands bons de l'UFC puis les dirigeants de la Maison-Blanche pour un peu parler un petit peu de à quoi ça pourrait ressembler. Donc, je pense que Kayla, on verra. J'espère qu'on n'attendra pas jusqu'à l'été prochain pour faire le combat contre Nunes. Mais si c'est le cas, c'est parce que ça va faire plus ça va faire 1 an. Là. Elle a eu sa ceinture en juin. Je pensais qu'on parlait de décembre pour leur combat. Non, ça n'a pas été confirmé. On en parlait. Ça se fera pas parce que le dernier pay-per-view en décembre, c'est le 322. Non, c'est pas vrai, ça c'est au mois de janvier. Il reste un pay-per-view au 323. Laisse-moi voir qu'est-ce qui est sorti sur le UFC 323. C'est vrai qu'il va être au T-Mobile Arena. On n'a rien annoncé encore au niveau des ou même pas de rumeurs en fait sur les combats principaux. Donc c'est pas impossible. Tout dépend de Nunes en fait là, si à quel moment elle retourne en camp d'entraînement et tout ça. Puis, donc voilà pour ces dernières rumeurs. Puis Brian Ortega, on n'en a pas parlé au podcast, mais parce qu'on était en congé, mais il s'est battu dernièrement à Shanghai contre Aljamain Sterling. S'est fait déclasser totalement. Puis Ortega, ça a été une semaine carrément à oublier parce que la pesée, la coupe de poids, ça a été... Tout a été difficile. C'est même plus difficile. Là. C'est inhumain à la lumière de ce qu'on apprend. On devait se battre bien sûr à 145 livres, mais un peu comme José Aldo contre Eman Zahabi, Ortega n'était pas capable pantoute de descendre, donc on a monté ça à 153 livres à la dernière minute, sauf erreur. Puis Ortega s'est présenté sur la pesée, il était pantoute en bonne forme. Là. On avait peur pour sa santé, puis on comprend pourquoi, parce qu'il a donné sa première entrevue cette semaine, puis il a dit qu'il était tombé carrément dans les pommes. Là. Il s'est évanoui en coupant le poids, puis il s'est réveillé aux urgences. Puis là, je lis ça, puis je suis comme, OK, mais comment ça se fait que le combat a eu lieu d'abord? Ouais. Tu sais, l'UFC était pas au courant de ça? Probablement pas. Ou à Shanghai, il faudrait voir est-ce qu'il y a une commission athlétique là-bas ou si c'est vraiment l'UFC qui se régule, qui s'auto-régule. Ça arrive dans certains territoires où il n'y a pas nécessairement de commission athlétique. Il y a des commissions athlétiques que les médicaux sont vraiment... Ben, tu sais plus que moi. Les médicaux sont pas mal moins sévères qu'ailleurs. Mais pour se rendre à l'urgence, déshydrater, puis après revenir, se peser... Il se passe du temps, je me dis. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas fait sa job quelque part. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est certain. Là, parce que tu peux pas te rendre à l'urgence le matin d'une pesée. Durant la nuit, là, tu sais, c'est ça. Puis tu continues à te déshydrater ou... Est-ce qu'il a fait le 153 livres? Oui. Il y a quelque chose... c'est peut-être pour ça qu'ils ont demandé 153. Peut-être qu'il a perdu connaissance. Puis là, ils ont dit, regarde, on peut pas te redéshydrater. On peut plus y retourner. Là, fait que ça va être ça ou c'est rien, là, tu sais. Mais il va falloir faire attention à ça parce que... Ben là, c'est parce que là, tu sais, vous écoutez ça peut-être puis vous vous dites, bon, regardez, ça arrive tout le temps, ça arrive souvent des coupes de poids difficiles. Oui. Mais est-ce que c'est la chose à faire? C'est quoi ton opinion sur les déshydratations extrêmes? Ah, écoute, pour en avoir fait, moi, c'est sûr que c'est pas très, très bon. Là. Moi, j'ai déshydraté des 22, des 23 livres. C'est extrême, là, la semaine du combat. Là. Donc... je ne le referai plus. Les dernières que j'ai faites étaient vraiment bien structurées, bien encadrées. Ça se faisait différemment, ça se faisait mieux. Ça te prend des professionnels autour de toi, mais c'est sûr et certain qu'il devrait avoir une des règlements, réglementation. Disons ça comme ça, Ben. Exact, merci. Une réglementation parce que il y a beaucoup d'écarts de poids. Certainement entre les catégories où est-ce qu'il y a des 155, 170, 185, 205. C'est des catégories où est-ce qu'il y a des 15 livres d'écart, où est-ce que dans le combat, il peut facilement avoir un 20, des fois 15-20 livres d'écart. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une réglementation avec ça. Plus de catégories, t'aimerais ça? Plus de catégories. Moi, je comprends pas pourquoi on passe de 135, 125, 135, 145, 155, 170, 185, 205.
Il y a quelque chose qui se passe dans ces catégories-là. Puis souvent, c'est dans ces catégories-là qu'on retrouve des gros problèmes au niveau de la déshydratation. Les 155 livres, les 170 livres, les 185 des fois. Les gros, là, des gars qui devraient être à 185 ou qui sont un peu trop gros pour du 170, mais trop petits pour 185. Kelvin Gastelum à l'époque. Exactement. Moi, si j'avais eu la catégorie des 175 livres à l'UFC, ça a arrêté ma catégorie. 170, c'était bas pour moi. Ouais, 185, c'est gros un petit peu. 175 aurait été parfait. Puis je suis pas le seul dans ces situations-là. On en parle vraiment de plus en plus. C'est parce que là, c'est ça. Puis là, on va conclure là-dessus parce qu'à un moment donné, c'est jamais arrivé à l'UFC, mais en Asie, c'est arrivé à quelques reprises, il y a eu des morts. Là. Oui, il faut faire. Puis, je veux dire, tu dis c'est extrême, là, puis c'est pas bon pour la santé. C'est dangereux. Ouais. Puis la journée, il va y avoir un mort à l'UFC. J'espère que ça ne prendra pas ça pour que ça change ou qu'on améliore. Tu sais, oui, les gens s'entourent de plus en plus professionnels, ça c'est correct, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens, puis c'est pas tout le monde qui a les connaissances. Puis, tu vois, même un gars qui a de l'argent, puis qui fait ça depuis longtemps, comme Brian Ortega, qui se fait une peur, là, carrément, en étant hospitalisé. À ma mon premier combat à l'UFC, mon premier combat officiel à l'UFC, j'ai eu une histoire d'horreur à ma déshydratation. Là. Pour me réhydrater, j'ai pas été en mesure de me réhydrater. Je me suis réhydraté trop vite, donc j'étais déshydraté complètement. Puis quand je me suis hydraté, je me suis hydraté trop vite, puis c'était froid. Donc ça a fait un choc dans mon corps. Donc j'ai été malade. J'ai été malade 1h30, 2 heures, à plus être capable de me réhydrater. Donc, au niveau de ma réhydratation, j'avais peut-être 5 minutes dans le combat pour faire quelque chose, puis après, mon énergie allait tomber rapidement. Je le savais, ça a été difficile. Puis c'est dangereux au niveau du cerveau aussi. Ben oui, certainement. Quand tu te déshydrates, le cerveau aussi se déshydrate. Ouais. Puis les tissus autour. Là, si tu manges des coups, c'est fatal. C'est épouvantable. Donc, on espère qu'on ne se rendra pas là. Plus de catégories, une meilleure réglementation, une pesée aussi, une pesée avant le combat là, pour éviter les trop gros écarts. Une meilleure structure, aussi. Exactement. Il y a plein de solutions qui existent pour ça. Bref, à suivre, on verra si ça va évoluer. Johan, merci énormément. Yes. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bon Samouraï, merci bon UFC en fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. À bientôt les amis. Ciao.